Dans l'actualité, il est largement question des jeunes. Il est question des jeunes parce que, par exemple, le président de la République s'est rendu ce jeudi à l'université de Paris-Saclay pour évoquer les difficultés des étudiants liées à la crise du Covid, alors que ces derniers ont manifesté ce mercredi. Pour en parler, je suis en compagnie d'un psychiatre, David Gourion. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi des étudiants pendant 2 ans et vous avez notamment publié La fragilité psychique des jeunes adultes. C'est aux éditions Odile Jacob. Et puis en duplex, je suis en compagnie d'Anne Muxel. Bonjour Anne Muxel. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, sociologue et politiste. On a appris également hier que les épreuves de spécialité du baccalauréat sont supprimées. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que ce type d'annonce peut faire diminuer la pression qui pèse sur les lycéens? Est-ce que avec ce genre de mesures, on peut imaginer que la période sera moins difficile à traverser pour les jeunes, Anne Muxel? Il est clair que beaucoup de jeunes, et donc les lycéens qui se préparent à passer les épreuves du baccalauréat, sont évidemment depuis des mois inquiets, déboussolés, leur famille aussi, ne sachant pas exactement comment les choses vont se dérouler. Et ce type d'annonce peut à la fois soulager, bien sûr, des épreuves ne seront pas passées. C'est le contrôle continu qui est choisi, mais elles peuvent aussi, ces mesures, déboussoler en montrant bien que la crise est loin d'être traversée et que d'autres incidences peuvent avoir sur le calendrier, affecter d'autres épreuves encore. Bref, tout cela introduit un grand trouble auquel doivent faire face les lycéens pour une épreuve très symbolique qui est effectivement le franchissement de ce baccalauréat. Mais alors qui fonctionne dans les deux sens, parce que on avait entendu aussi certains lycéens, Anne Muxel, se plaindre qu'il n'y ait justement pas ce rite de passage, ou en tout cas pas sous la forme accoutumée, Mhm. et cela les décevait. Ils considéraient que cela pouvait être perçu comme un baccalauréat au rabais, donc ça fera deux rabais en quelque sorte. Oui, cela fait longtemps que le baccalauréat d'ailleurs fait sujet de débat dans notre pays, indépendamment de la crise. Faut-il le maintenir? Faut-il le transformer? Faut-il le généraliser en épreuve continue, de contrôle continu? Voilà, c'est vrai qu'il y a dans notre pays une symbolique tout à fait particulière associée à ce rite de passage qu'est le baccalauréat. Et la crise Covid-19 vient simplement encore je dirais, troubler, renforcer les éléments de ce débat. Qu'en pensez-vous, David Gourion? Oui, je pense qu'on est globalement dans une situation qui est extrêmement hétérogène en fait pour les jeunes parce le risque étant, nous les professionnels de santé mentale, étant de surgénéraliser des situations alors qu'en réalité on voit bien qu'il y a des sous-groupes de jeunes pour lesquels les choses sont extrêmement difficiles et des niveaux de gravité dans la difficulté de ces situations-là. Moi, C'est-à-dire? je pense d'une part que les annonces actuelles pour les lycéens, pour les étudiants sont des bonnes choses. Il fallait avancer. Alors on peut se poser la question pourquoi si peu, pourquoi si tard. Néanmoins, je pense qu'il y a des aspects structurels de modification de choses qui peuvent aider à aller dans le bon sens. Mais il y a aussi quelque chose d'un état d'esprit, d'une façon de faire avec les jeunes. Vous savez, il y a quand même ce stéréotype, quand on est jeune, on va forcément bien. Et en réalité, non. Hein. La période 15-25 ans, c'est la période la plus vulnérable pour l'émergence des différents troubles psychiques. On sait, de par les études antérieures, que les étudiants, les jeunes, les lycéens, les étudiants, sont de base des populations plus vulnérables que les adultes. Et on sait par ailleurs que cette période si bizarre, si singulière que nous traversons a augmenté ces vulnérabilités. Donc on part déjà d'une vulnérabilité Mhm. plus élevée, hétérogène mais plus élevée, et on arrive à une situation pour certains très problématique et pour certains aussi dramatique. Mais alors, justement, est-ce que vous pensez, David Gourion, que cette période, qui est une période, je vais utiliser un terme neutre, disons atypique, cette période, elle est de nature à accentuer encore ces troubles psychiques, ou bien de toute façon, on a une période, dites-vous, de 15 à 25 ans où les jeunes découvrent justement leur fragilité psychologique, et ça, a priori, quelle que soit la période. Oui, oui alors
cette période a ceci de particulier qu'elle est très désociabilisante. Or, nous sommes des mammifères sociaux, nous avons besoin de la relation sociale. On a vu comme ça a fait du bien aux enfants de pouvoir retourner à l'école, de pouvoir retrouver leurs amis. Nous sommes ici, nous travaillons, nous avons la possibilité dans la plupart des entreprises d'aller un jour par semaine sur le lieu de travail. Pour les étudiants, jusque-là, ça n'était pas possible. Et puis, vous savez, finalement, l'émergence d'un trouble, c'est la perte d'une homéostasie, d'une balance entre d'un côté des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de stress, dont l'isolement social est un facteur majeur, dont le stress scolaire académique est un facteur majeur, mais plein d'autres aussi, les prises de toxiques, plein de choses, qui sont mis en balance avec des facteurs de résilience. Facteurs de résilience, ça peut être avoir une bonne hygiène de vie, ça peut être faire du sport, mais c'est surtout et essentiellement avoir un bon support social. Bon support social, familial, culturel, associatif, etc. Et ça, quand même, force est de constater qu'il est, malgré les moyens de communication modernes sont formidables, finalement. Heureusement qu'on a eu les Zooms, etc. Mais ça ne remplace pas le vrai lien social. Mais justement parce que j'avais lu bien avant la pandémie des articles qui expliquaient, David Gourion, que les psychiatres ou certains psychiatres considéraient qu'avec les réseaux sociaux, eh bien justement, la sensation de solitude était amoindrie et, paraît-il, ça se traduisait dans les statistiques de dépression, y compris dans les statistiques de suicide. Oui, alors heureusement que les jeunes ont les réseaux sociaux, heureusement, parce que sinon la situation serait encore plus catastrophique. Mais si je prends les cas les plus extrêmes, parce que c'est ce que nous voyons, nous les psychiatres, le cas extrême de l'étudiant, du jeune en état de détresse psychologique avancée, qui a des idées de suicide, qui commence à avoir un plan suicidaire, etc. Donc qui sont des situations évidemment qui nous préoccupent énormément, qui sont des situations d'urgence. Vous n'allez pas balancer sur Facebook ou sur les jeunes n'utilisent plus Facebook, pardonnez-moi, c'est les réseaux de vieux, ça. Vous n'allez pas mettre sur les réseaux sociaux et obtenir une aide immédiate, etc. Donc ça n'est pas... Il arrive bien fréquemment, en tout cas il arrivait avant la pandémie bien fréquemment, que ce soit les amis d'étudiants en détresse qui viennent me voir en me disant on ne le voit plus depuis un certain temps, ou bien on l'a vu à cette soirée, il avait l'air ou elle avait l'air d'aller particulièrement mal. On n'a plus ça, ce maillage, ce réseau d'extrême proximité. Et il y a quand même bien des choses qui ne passent pas sur les réseaux sociaux, dont les émotions. Les émoticônes, ça ne remplace pas la communication non verbale, ce qu'on peut voir dans le regard de l'autre, sur le visage de l'autre. Anne Muxel, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'enseignante ? Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants sont actuellement dans une situation particulièrement complexe, difficile? Oui, je crois que la question de la sociabilité soulevée par David Gourion là, est effectivement très 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 importante, mais j'y rajouterais aussi la difficulté à laquelle les jeunes doivent faire face aujourd'hui, c'est-à-dire d'un horizon qui est obscurci, qui est brouillé, d'un avenir qui est en panne et que effectivement la pandémie et ce virus hypothèquent sérieusement. Et donc ce temps de la jeunesse qui est un temps de l'âge des possibles, justement de l'âge des possibles, des projets, de l'ouverture, et bien tout d'un coup, l'horizon de cet âge des possibles se trouve rétréci avec cette crise sanitaire, rétréci avec cette menace de la pandémie. Et je crois qu'on a aussi sous-estimé peut-être l'angoisse qui pouvait peser sur les jeunes quant à la vulnérabilité de leurs parents, voire de leurs grands-parents face à cette crise sanitaire, et donc des angoisses diffuses avec lesquelles ils doivent aussi s'arranger. Donc je dirais que à la fois leurs projets personnels peuvent se trouver hypothéqués par toutes ces décisions administratives, politiques, restrictives concernant la gestion sanitaire. Ils ne peuvent plus aller venir, bouger, réaliser par exemple leur mobilité à l'étranger, qui est de plus en plus maintenant un moment fort du cursus universitaire. Les stages sont hypothéqués. Certains d'entre eux, certains étudiants étant partis, sont revenus vivre chez leurs parents. Donc il y a aussi ces moments de régression, si j'emploie ce mot, il est peut-être un peu fort, mais enfin de retour à la vie d'enfant. Bref, avec toute cette hypothèque qui pèse sur la vie présente, mais aussi sur les projets à venir, me semble assez difficile à gérer
pour les jeunes aujourd'hui. Mais justement, est-ce que là, on a affaire, David Gourion, à quelque chose qui relève de la déprime, c'est-à-dire un sentiment qui est finalement assez compréhensible, qui n'a rien à voir avec une psychopathologie, le fait de ne pas pouvoir voir ses amis, de ne pas pouvoir poursuivre ses études comme on l'entendait, ou bien quelque chose qui serait susceptible d'être psychiatrisé? Oui, alors, bon, la question est la question du niveau de gravité, c'est-à-dire que on a des situations qui sont des situations, Anne Muxel a parfaitement raison, qui sont difficiles pour la plupart des étudiants, cet horizon obscurci, cet isolement. Certains ne peuvent pas voir leur petit ou petite amie, faire leur sport. Une jeune étudiante me disait, ça fait des mois que je n'ai parlé à personne, j'ai mes cours en Zoom et je n'ai échangé avec personne d'autre qu'avec vous. Mais des situations difficiles mais acceptables. Et pour certains, ça devient inacceptable, insupportable, avec un grade au-dessus, hein, s'il fallait faire simple, qui à un moment donné, il n'y a plus d'issue. Je suis comme une souris coincée dans sa roue, je tourne en permanence, il n'y a aucune issue, il n'y a plus de sens. Et la seule façon d'échapper à cette souffrance insupportable serait la mort. Et là, on est dans des situations, vous voyez bien, l'extrême, hein, je soulignais au début l'extrême hétérogénéité. Et l'hétérogénéité de ces situations, elle dépend aussi de plein de facteurs, du niveau de précarité ou des conditions de vie, de tout un tas de choses. Je pense aussi que... avant même la pandémie, on était déjà, je disais, il y a des facteurs de vulnérabilité, mais on était aussi un peu dans cette période particulière où on disait les jeunes ont un peu perdu par rapport à la génération d'avant leurs idéaux, comme si finalement on avait atteint une sorte d'asymptote de l'évolution sociale et que les jeunes savaient qu'ils ne pouvaient pas rêver d'un avenir meilleur que le nôtre parce que ce qu'on leur dit est tellement gris sur l'évolution du monde du travail, de la retraite, etc. Et là, on a un coup supplémentaire avec un paradoxe qui est que d'un point de vue purement médical, les jeunes sont la population la moins vulnérable. Il y a des jeunes qui meurent du Covid, mais c'est quand même statistiquement la population Les la 15-25 moins ans, c'est quand vulnérable. même... Et c'est celle qui a d'une certaine façon porté le fardeau le plus lourd en termes d'isolement, en termes de renonciation à tout un tas de choses. Et c'est en plus la génération qui va payer la facture de ce coût économique. Donc on est dans ces paradoxes et dans ces hétérogénéités. Justement, Anne Muxel, a-t-on affaire à une sorte de retour de la guerre des générations? Parce que si on suit le psychiatre David Gourion lorsqu'il explique que ce sont les jeunes qui supportent une partie importante du coût symbolique et réel pour la poursuite de leur vie de cette période de confinement, de couvre-feu, est-ce qu'on n'a pas affaire à une nouvelle opposition entre les plus jeunes, les plus vieux? Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper, parce que les jeunes, effectivement, sont très pénalisés par toutes les restrictions liées à la crise sanitaire, mais en même temps, toutes les études ont montré qu'ils acceptaient quand même les gestes barrières, ils acceptaient le confinement, certes, à des niveaux moindres que le reste de la population, mais en tout cas très majoritairement. Donc ils ont une conscience des risques. Ils ont une conscience des risques, et notamment cette conscience des risques pour leurs proches plus âgés, leurs parents, leurs grands-parents, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer les jeunes comme une génération individualiste, repliée sur elle-même, coupée de tout intérêt général et collectif. Je crois qu'ils ont une conscience assez aiguë de l'intérêt collectif et des risques encourus par l'ensemble de la population par cette crise. Alors c'est vrai que les 3/4 des Français dans une étude récente de l'Institut Odoxa considèrent que la jeunesse d'aujourd'hui est une génération sacrifiée. C'est vrai aussi que cette image est portée par les jeunes eux-mêmes. Simplement, les jeunes ont en eux malgré tout cette vitalité qui est liée à cette nécessité, possibilité pour eux de se projeter dans un avenir. Donc voilà, ils ont effectivement la conscience que la crise aura un impact sur leur vie sur le long terme, durablement, mais en même temps, ils ont aussi toujours cette idée, voilà, qu'ils pourront s'en sortir, il y a une envie d'avenir, qu'ils ont des capacités de résilience, il y a aussi un volontarisme qui les caractérise. Alors, quant à cette idée d'un nouveau clash entre les générations, d'un nouveau fossé entre les générations, je crois qu'au sujet de la crise, même si le vécu peut en montrer quelques signes, le vécu de cette crise,
Malgré tout, je pense qu'au sujet de cette crise, il n'y a pas de clash, en tout cas tel que cela a été vécu et souvent ça a été beaucoup instrumentalisé justement dans le débat public en voulant opposer les générations jeunes et les générations plus âgées. Je crois qu'il y a plus de solidarité qu'on ne le croit. Après, sur la question des valeurs, on en parlera peut-être plus tard. On peut effectivement voir qu'il peut y avoir sur certains aspects, notamment par exemple la question de l'écologie, la question de l'égalité des sexualités, bref, des questions qui peuvent effectivement montrer certains décalages, certains clashs entre les générations. Mais parce qu'il y a autre chose qu'un clash, il y a aussi la responsabilité. Alors, c'était particulièrement audible cet été, par exemple. On disait, voilà, les jeunes font la fête et ce sont les vieux qui vont trinquer, Anne Muxel. Oui, bien sûr, on a opposé cela. Effectivement, les jeunes font la fête dans l'été. Les vieux font moins la fête. Oui, mais enfin, les vieux peuvent aussi faire... Oui, bien sûr, ils ont le droit. Hein. Enfin, ils avaient le droit. Voilà. Je crois qu'en tout cas, la question de la fête, la question de la... Ça a été très bien dit tout à l'heure par David Gourion. C'est-à-dire, nous sommes des animaux sociaux. On a besoin d'être ensemble, de se réassurer ensemble, de s'éprouver ensemble. Je crois que c'est très important. Donc, dans l'été, c'est vrai qu'il y a eu un relâchement des gestes barrières, mais pour l'ensemble de la population, du reste. Hein. Certes, les jeunes, eux, ont fait la fête. Les plus âgés l'ont moins fait, se sont contentés d'aller à la plage ou de prendre des trains ou des avions et de circuler. Mais voilà, enfin voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les générations. Je crois que du côté en tout cas des jeunes, ce n'est pas vécu cette opposition. Il y a beaucoup plus de cette position n'est pas vécue ni revendiquée. Je crois qu'elle est plus la question de la solidarité, de l'inquiétude et de l'angoisse encore une fois, y compris des menaces qui pèsent sur les plus âgés, me semble très importante et perceptible dans les familles. Quand les jeunes ont dû faire face à ces slogans qui étaient lancés par le ministère, si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop. Eh bien, effectivement, quelles sont les conséquences psychiques? Là, je m'adresse au psychiatre d'un mot d'ordre tel que celui-là. Ce n'est pas anodin. Eh bien, on évoquera les conséquences psychiques de la distanciation sociale, conséquences psychiques notamment chez les jeunes, puisqu'il est question donc de cette génération dite génération Covid. On en reparle dans une vingtaine de minutes avec vous, David Gourion. Vous avez publié La fragilité psychique des jeunes adultes chez Odile Jacob. Ainsi qu'avec vous, Anne Muxel, vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, sociologue et politiste. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous évoquons la génération Covid avec un psychiatre, David Gourion. Vous avez publié La fragilité psychique des jeunes adultes aux éditions Odile Jacob. Anne Muxel, vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, sociologue et politiste. Stéphane Robert, dans son billet politique, a évoqué les prochaines échéances. Justement, dans les annonces qu'hier Emmanuel Macron a faites vis-à-vis des étudiants, puis celles du ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il y a une tentative en tout cas, de voir comment les jeunes peuvent être susceptibles de voter pour l'exécutif ou en tout cas de ne pas s'opposer à lui lors d'un prochain scrutin? Bref, qu'est-ce que l'on peut dire sur les conséquences de la pandémie sur le vote des jeunes? Alors évidemment, toute force politique et l'exécutif y compris cherche un lien vis-à-vis de la jeunesse dans la perspective effectivement des batailles électorales qui se profilent. Mais je crois que là, on parle un peu, je veux dire, de façon, on peut se perdre en conjecture. C'est vrai que c'est une constante pour les politiques de chercher un soutien électoral, une approbation, un soutien programmatique de la part des jeunes. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, à des élections départementales et régionales, ce ne sont pas les scrutins qui mobilisent le plus les jeunes, qui selon toute attente, seront probablement assez abstentionnistes à ces scrutins, comme ils le sont d'habitude à ce type de scrutin. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait déjà des manipulations en direction quand même de la jeunesse. Je pense que je ne parle pas de manipulation, je parle de politique. Hein. Oui.
Non, non, mais quand Emmanuel Macron s'adresse aux jeunes aujourd'hui par rapport aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans le cadre de cette crise sanitaire inédite, je ne suis pas sûre forcément qu'il pense déjà à la nécessité de renforcer son attractivité vis-à-vis des jeunes dans la perspective de la présidentielle 2022. Voilà, je pense aussi que voilà, le pouvoir aujourd'hui, Emmanuel Macron, l'exécutif, mais aussi l'ensemble des forces politiques ont à s'adresser à la jeunesse dans la perspective de voilà, quel avenir pour cette jeunesse, comment cette jeunesse peut traverser au mieux cette période éprouvante, difficile, et c'est l'objet de l'émission de ce matin. Comment faire effectivement pour pallier à toutes sortes d'obstacles, d'entraves que cette crise sanitaire suscite et qui vient encore renforcer la difficulté des conditions d'insertion sociale, professionnelle, qui pèsent d'ailleurs sur la jeunesse française depuis plusieurs années en dehors de cette crise. Il faut savoir qu'en France, les jeunes sont effectivement en première ligne des difficultés d'intégration sociale, d'insertion socio-professionnelle dans ce pays. Et donc je crois que ça aussi, ça nécessite voilà, d'être rappelé. David Gourion, alors je ne vais pas vous demander, puisque vous êtes psychiatre, ce que vous pensez du chèque psychiatre qui ne permettra pas d'acheter un psychiatre, mais une partie du temps. Malgré tout, j'aimerais quand même avoir votre réaction à cette mesure. Je crois d'abord que c'est un chèque plutôt pour les psychologues. Et en fait, c'est une mesure qui répond à une atypicité française, qui est que contrairement à un nombre de nos voisins européens, les psychologues en France ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. C'est un peu un paradoxe, hein. On rembourse les kinés, pas les psychologues, comme si la santé physique était plus importante que la santé psychique, alors qu'elle est au moins aussi importante. C'est une tentative, alors vraie mesure ou mesurette, l'avenir nous le dira, mais c'est une tentative de pallier à cette atypicité française. Moi, j'aurais dit, il y a un aspect structurel qui est important, qui est d'améliorer les choses. Pourquoi les universités ne sont pas tenues d'avoir des indicateurs de la santé mentale de leurs étudiants, contrairement à d'autres pays, ou même les entreprises et les administrations dont des CHSCT sont tenues d'avoir des indicateurs des risques psychosociaux chez leurs salariés, ce qui n'est absolument pas le cas des étudiants. Il y a un aspect structurel, mais il y a aussi un aspect vraiment de mentalité et d'état d'esprit. Et je crois que la prévention de la souffrance psychique chez les jeunes, chez les étudiants, nous concerne tous. C'est pas qu'une histoire de psychiatre, de psychologue ou de chèque psy, c'est aussi une histoire de société. C'est les enseignants. Moi, je suis ravi de voir à quel point Madame Muxel est investie et préoccupée de la situation, et avec aussi des messages d'espoir. Ça, c'est super. Bien sûr, les jeunes sont porteurs d'espoir, mais au fond, j'ai pu le voir, la prévention est toujours ce qui marche le mieux, et la prévention, elle passe pour les étudiants beaucoup par les enseignants. Et certains enseignants sont très, très proches de leurs étudiants, sont très à l'écoute, vont nous signaler des cas, vont nous remonter, et d'autres sont plutôt sur un mode « c'est pas mon job », bah oui, mais c'est un peu l'affaire de tous. Et puis avec parfois aussi un peu des stéréotypes de ces étudiants, ils se la coulent douce. On va un peu les assommer, ça j'ai eu beaucoup ces retours d'étudiants. Ils se la coulent douce, ils s'ennuient les pauvres, ils sont jeunes, ils ont que ça à faire. On va les assommer de travail parce qu'au moins ça les occupe et ça leur fait du bien. Et la réalité est plutôt l'inverse. Alors les étudiants qui vont bien, très bien, mais ceux qui vont très mal, ce sentiment de surcroît de travail leur donne l'impression d'être un peu une souris qui tourne dans sa roue, qui ne fait que travailler, voir personne, avec un côté un peu Sisyphe qui pousse sa pierre et puis ça retombe. Donc j'insiste, la prévention est l'affaire de tous, pas uniquement des psys. Mais lorsque vous parlez de prévention, puisque tout à l'heure vous évoquiez le fait que la période de 15 à 25 ans était une période propice à l'éclosion de maladies mentales, que l'on soit en période de crise sanitaire ou pas, évidemment. Quelles sont justement les différentes transformations qui font que cette période est propice, dites-vous, au surgissement de ces maladies mentales ? On parlait de balance entre les facteurs de risque, les facteurs de vulnérabilité, le stress, l'isolement, les facteurs génétiques, si dans la famille il y a eu les addictions, etc. Et puis des facteurs de résistance ou de résilience qui sont le support social, etc. Mais dans la transition d'une vulnérabilité vers un trouble psychique, vers quelque chose qui est du registre d'une maladie, il y a des étapes. Et la prévention, c'est l'étape entre la vulnérabilité et le déclenchement du trouble. Et c'est en ça que c'est l'affaire de tous. Moi j'ai discuté avec un enseignant qui disait « Moi c'est génial, j'ai 95% des étudiants à mes cours Zoom ». Je disais « Non, c'est pas génial du tout, qu'est-ce que tu fais des 5% qui ne se connectent pas, est-ce que tu les as appelés ?» Et en effet, quand vous êtes au début, un étudiant, alors
s'il fallait dire, hein, des étudiants nous écoutent, on peut être il y a souffrance psychique et souffrance psychique, mais on peut être dans une situation inconfortable et on peut être en train de débuter un vrai trouble, par exemple, un état dépressif. Alors là, il y a des voyants, s'il fallait en nommer 5 rapidement, les Bien 5 sûr. voyants rouges qui peuvent s'allumer. C'est un état de tristesse permanente qui va durer plusieurs semaines, au moins 15 jours. C'est une perte des envies et du plaisir. C'est une fatigue anormale. C'est des troubles de la concentration et de la mémoire. Et c'est éventuellement des idées noires qui peuvent confiner aux idées de suicide. Mais Quand vous ça, avez... typiquement, quand on prend ces 5 troubles, vous ne pensez pas que 98% de la population mondiale l'a eu pendant les périodes de On les, confinement, David on Gourion? les a tous eus, mais pas tout le temps, toute la journée, pendant au moins 2 semaines. C'est ça la différence. On a eu des coups de tristesse, on a eu des moments de déréalisation parce que c'était si bizarre, on a eu des troubles du sommeil, on a fait des cauchemars, hein, on s'est tous sentis un peu séquestrés, mais avoir tout ça toute la journée, tous les jours, les 5 en même temps que je listais tout à l'heure, ça définit quelque chose qui doit nous alerter. Après, il faut l'évaluation d'un professionnel, mais néanmoins, c'est pas compliqué de repérer ces choses-là. Et puis je redis des petits marqueurs simples qui sont votre étudiant qui ne vient plus en cours, qui ne se connecte plus, votre ami. La prévention est l'affaire de tous, mais aussi des autres étudiants. Votre ami que vous aviez l'habitude de voir justement sur les réseaux sociaux se manifester de temps en temps, qui ne le fait plus. Ces petits gestes, moi j'ai pu voir comme des petits gestes de solidarité sauvent des vies. On peut tous sauver des vies, c'est pas qu'une histoire de médecin ou de psychiatre. Mais alors, lorsque Freud dit que le dépressif est celui qui voit le monde tel qu'il est, si on voit le monde aujourd'hui, on a du mal à ne pas être submergé par un certain nombre de sentiments qui ne sont pas tous des sentiments positifs. Est-ce que tout simplement cette déprime, elle ne s'apparente pas aussi à une forme de lucidité, en tout cas lucidité temporaire, hein, David Gourion? C'est une très belle question, mais dans la dépression, il n'y a pas qu'un excès de lucidité ou de pessimisme schopenhauerien. Il y a aussi une incapacité à agir. Je ne peux plus rien faire. C'est pas je suis juste triste et conscient du malheur du monde. C'est je ne peux plus rien faire, je ne peux plus étudier, je ne peux plus travailler, je ne peux plus me lever, je ne peux plus me laver, je ne peux plus faire mes courses, je ne peux plus dormir, je n'ai plus ça n'est pas qu'une posture philosophique, c'est un état aussi physiologique, corporel. Les déprimés le disent, je sens dans mon corps, ça ne va pas, ça ne fonctionne plus. Vous voulez dire que c'est une maladie? Exactement. Mais lorsque l'on dit que c'est une maladie, parce que vous savez aussi ce qu'on reproche aux psychiatres, on leur reproche, par On leur exemple, reproche tout, hein. on Et tout est leur contraire. tout, je ne sais pas, mais en tout cas, on leur reproche d'avoir une approche extrêmement médicale, très froide d'un certain nombre de choses qui relèvent de la psyché et parfois de sa finesse, et au travers d'un certain nombre de catégories créées dans le DSM-5, puisque je crois qu'on en est au DSM-5, qui est donc une catégorisation des maladies mentales, de créer une taxinomie, des catégories lourdes, alors que finalement, c'est l'âme humaine et que l'âme humaine ne se laisse pas catégoriser ainsi. Est-ce que, du coup, pas vous particulièrement David Gourion, mais votre profession ne cherche pas justement à intervenir là où d'autres démarches seraient peut-être, sinon profitables, du moins compréhensibles? Oui, alors ça, ça c'est un débat un peu d'arrière-garde, hein, maintenant. Je pense qu'on a tous dépassé. Je pense qu'on est à une époque qui est très intégrative. On essaie justement, non pas d'opposer les champs des neurosciences, la psychanalyse, la sociologie, etc., mais plutôt de les intégrer. Et je pense que dans toute démarche intelligente, il s'agit d'aller essayer de capter ce qui peut permettre de mieux comprendre. Aujourd'hui, personne ne peut planter l'étendard sur le psychisme humain en disant « ça y est, j'ai tout compris, je sais tout », etc. Il n'appartient à personne, ou plutôt il appartient à chacun dans sa singularité. Je crois que simplement les psychiatres, on essaye... Nous, on est quand même confrontés, on est les mains dans le cambouis actuellement. On est toute la journée à écouter des personnes qui sont dans des situations de détresse, de souffrance, des situations de vie qui sont parfois absolument intolérables. Et on essaye, avec les outils que nous avons, ils vont progresser, hein, on fera forcément mieux dans 50 ans qu'aujourd'hui, mais nous essayons. Alors, catégoriser, diagnostiquer, on pourrait se dire en effet les limites, pourquoi le faire, la psyché humaine n'est pas réductible à une catégorie, en même temps ne pas le faire, c'est se confiner à demeurer dans un flou impressionniste qui est un ni oui ni non. Vous avez besoin à un moment donné que votre médecin vous dise si vous êtes diabétique ou pas diabétique, parce que ça a des implications thérapeutiques. Si vous dites je sais pas, c'est compliqué, parce que vous savez le corps humain, tout peut se passer, il vous donnera ou pas de l'insuline, etc. On est dans des situations... On a besoin d'être pragmatique aussi. C'est pas être froid qu'être pragmatique. C'est aussi être très humaniste que d'être dans l'action et pas uniquement
il n'y a pas qu'une dimension, bien sûr la dimension d'écoute est fondamentale, de compréhension, mais il y a aussi une dimension d'action. Mais je n'aimerais pas opposer, par exemple, la psychologie et la sociologie, mais lorsque l'on prend l'ouvrage classique de Durkheim sur le suicide, celui-ci dit notamment que c'est plutôt dans les périodes où tout va bien que les individus se suicident, tout simplement parce que dans les périodes de crise, il y a une manière de resserrer les rangs, il y a un certain nombre de solidarités qui se font jour, y compris d'ailleurs dans différents discours. Ce que l'on évoque aujourd'hui sur les jeunes, il est rare que les politiques, pour différentes raisons, prennent langue pour évoquer la condition des jeunes. Est-ce que, justement, ça ne serait pas contre-intuitif et propre à décrire la réalité, David Gourion, de dire que ces périodes-là ne sont finalement pas des périodes si difficiles parce qu'on est en plein dans la crise? Non, alors en fait, c'est plutôt l'inverse, hein. Il y a une augmentation. On ne peut pas les quantifier actuellement, les taux de suicide, hein, chez les jeunes. On n'a pas encore les chiffres, mais on est plutôt, globalement, les données un peu avancées, les marqueurs avancés nous montrent plutôt une augmentation. Et puis Durkheim disait, il n'y a pas de suicide pendant les guerres. On a réétudié, hein, finement, des historiens ont travaillé, notamment sur la guerre 14-18, on disait qu'il n'y avait pas de suicide. En fait, les suicides étaient masqués parce que les soldats qui étaient catégorisés suicidés ne touchaient pas, leurs femmes ne touchaient pas les pensions de retraite des soldats. Donc, pour rendre service à la famille, on ne déclarait pas les suicides. Mais ni les guerres, ni les pandémies, hélas, ne protègent des suicides. Justement, j'aimerais votre avis. Anne Muxel, vous êtes politiste et sociologue. Et il y a eu différentes périodes où la jeunesse a été soumise à rude épreuve. Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure le fait qu'avant même cette pandémie, c'était elle qui avait le plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail. Bref, est-ce que cette période-là n'est pas aussi une période qui va geler un certain nombre de choses parce que peut-être que les règles, par exemple, de la compétition sociale semblent, pour l'instant en tout cas, un peu suspendues en l'air? Est-ce qu'on peut dire cela ainsi? Oui, je crois qu'en tout cas, les jeunes s'adaptent à à une époque finalement relativement difficile. En fait, ils peuvent se vivre comme les enfants de la crise, d'une crise qui n'en finit pas, d'une crise sociale, économique qui maintenant dure depuis des années, une crise politique. Ils sont nés en fait dans la crise. Maintenant vient se surajouter une autre crise, cette crise sanitaire. Et donc en fait, ils sont porteurs de toutes ces crises qui n'en finissent pas et qui participent au développement d'une espèce à la fois de défiance énorme qu'ils peuvent ressentir, de désillusion vis-à-vis effectivement notamment par exemple des institutions, du pouvoir politique, de la politique tout court, qui peut déboucher sur des tentatives de radicalité, hein, une expression de radicalisation pour de diverses façons, de prendre diverses formes pour justement essayer de bousculer cet état de fait d'une crise qui pèse et qui les empêche de s'en sortir. Mais je dirais aussi que ça développe chez eux deux attitudes qui me semblent tout à fait moteur justement à la fois de projets, voire de politisation, à la fois la lucidité. Tout à l'heure, j'entendais David Gourion parler effectivement de la lucidité, de cette preuve de la lucidité sur le plan psychique qui peut effectivement déboucher sur le pire et sur une dépression, mais qui peut aussi, là je dirais dans le champ social et politique, déboucher sur de la mobilisation, et notamment de la mobilisation que l'on observe dans des segments de la jeunesse aujourd'hui en faveur de l'écologie, en faveur de la nécessité de transformer un certain nombre de choses dans nos sociétés pour vivre mieux et pour assurer l'avenir de la planète et donc l'avenir des jeunes aussi. Et puis je dirais ça développe aussi chez eux un autre moteur de vie, un autre moteur de politisation qui est la dimension critique, l'esprit critique. C'est vrai qu'aussi les jeunes abordent par exemple la politique d'une façon beaucoup plus critique que par le passé, et donc cette citoyenneté critique qui est d'entrée de jeu intériorisée leur permet aussi à la fois d'agir, puisqu'on a parlé de l'action tout à l'heure, d'agir, mais aussi de se montrer
peut-être résilient par rapport à un certain nombre d'obstacles et de problèmes auxquels il doit faire face. Bon, alors, on parle beaucoup des jeunes. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu des vieux, David Gourion, parce que, a priori, ceux qui sont véritablement menacés dans leur chair par cette crise sanitaire, ce sont les vieux. C'est finalement pour les vieux que le temps presse. La question de la vaccination me semble être une question extrêmement inquiétante, parce que dans le discours actuel, qui n'est pas uniquement discursif, on voit qu'il n'y aura pas toutes les doses immédiatement, qu'on ne sait pas quand, qu'on ne sait pas si, on n'a pas d'interlocuteur, c'est compliqué de prendre rendez-vous pour la vaccination. Est-ce que ce tropisme pour la jeunesse n'oublie pas un peu les générations les plus âgées? Je pense pas, hein, avant d'avoir été vieux, on a été jeune, on les oublie pas. Il y a des jeunes aussi, dans tout vieux, il y a eu un jeune. Non, je pense pas, et je pense qu'une partie de ce qu'on a pu dire pour les jeunes s'applique aussi. On a beaucoup parlé avec Anne Muxel du facteur isolement social. On a pu voir ces situations terribles dans les EHPAD ou de très grand isolement. Non, je pense que globalement, on s'en préoccupe aussi. Là aussi, je pense qu'il y a des vraies difficultés d'accès aux soins. Alors, s'il y a un point commun avec les jeunes, c'est sans doute les difficultés d'accès aux soins et en particulier des soins psychiques pour les seniors. Parce qu'en effet, quand on est dans une urgence type pandémie, on se préoccupe de l'essentiel, c'est-à-dire la survie, les réanimations, et puis maintenant, on les attend avec bonheur, les vaccins. On s'est peut-être un peu moins préoccupé de l'impact délétère de la pandémie sur le psychisme de nos aînés. Et je pense qu'il y a aussi, là, sans doute, un déficit, des manques et des choses à traiter. Mais le fait... Anne Muxel, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que je pense que, par exemple, pour les personnes âgées, l'impossibilité de se toucher, je crois que si on en revient à des phénomènes sensoriels tels que aussi importants, hein, pour la vitalité, pour la vie tout court, je crois que cette barrière vis-à-vis des aînés dans l'impossibilité de les toucher et eux-mêmes de toucher les autres, plus d'embrassades, plus de câlins, plus de contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Je crois que là, c'est pour certains et pour beaucoup, je pense, vraiment quelque chose de très très difficile à vivre. On n'en a sans doute pas beaucoup parlé. Anne Muxel a parfaitement raison. J'ai le souvenir d'une patiente dame un peu âgée qui s'est effondrée dans mon bureau en pleurant parce qu'elle ne peut pas toucher ses petits-enfants. Et elle me disait, la vie n'a pas de sens. Si je ne peux pas les voir, je ne peux pas les toucher, ça n'a pas de sens. Le pot à pot est quelque chose d'essentiel. Nous sommes des animaux. Tout à fait. Mais justement, ce fait-là, redoubler David Gourion par les risques liés à la maladie, parce que les jeunes ne risquent pas grand-chose, voire ils ne risquent rien. Il y a aujourd'hui un débat sur le confinement, plus précisément d'ailleurs sur le reconfinement, et différents scénarios semblent explorer, comme à chaque fois on a cela sur la table. Il y aurait la possibilité, dit-on, de confiner uniquement certaines populations. En tant que psychiatre, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, je me risquerai pas sur le terrain des épidémiologistes. Hein. On a pu voir, chaque Français est épidémiologiste à un moment donné. Moi, je suis que psychiatre. Non, uniquement sur le terrain de la psychiatrie. Oui, non, moi je pense que il est évident qu'avant tout, personne ne va remettre en cause la nécessité des gestes barrières. Il s'agit de sauver des vies. Je pense, et Anne Muxel l'a dit très très bien, que les jeunes sont suffisamment intelligents pour avoir compris que même si les gestes barrières, c'est pas tant leur vie qui est en danger, quoique, hein, il y a eu quand même des cas graves chez les jeunes, au fond, transmettre la maladie à leurs aînés, c'est potentiellement tuer un grand-parent, c'est potentiellement tuer un oncle et une tante, etc. Donc je pense qu'ils se sont quand même, pour la majorité, vraiment responsabilisés. Après... Et puis, je vais être très honnête, on peut toujours spéculer théoriquement sur les impacts, etc. Les vraies données d'impact, on les aura dans 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne sait pas bien encore, on découvre. C'est une situation, pour les chercheurs, je discute avec mes amis chercheurs, c'est une situation quand même proprement inédite. Et je crois qu'il faut être modeste, avoir la modestie de le dire.
Anne Muxel, je m'adresse à la politiste. Là aussi, lorsqu'il est question de reconfinement, on lit dans la presse du jour que ce qui inquiète l'exécutif, c'est que sa politique de couvre-feu, donc, passe pour en partie failli, et que ce serait pour cela que le couvre-feu est maintenu pendant si longtemps. Quelles pourraient être les conséquences politique de cette manière de gérer la pandémie? Ça aussi, c'est quelque chose d'inédit, le fait que le politique soit évalué à cette aune. Oui, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je dirais que l'opinion, d'une façon générale, se montre assez paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle critique en permanence, elle se montre très défiante à l'égard de l'exécutif quant à la gestion de la crise. Et on est en France, effectivement, l'un des pays en Europe où la perception est la plus négative quant à la capacité de l'exécutif et des pouvoirs politiques et sanitaires à avoir géré cette crise. Mais en même temps, quand on regarde bien les études qui sont menées et les sondages, et il y en a beaucoup, la population est aussi demandeuse de protection et n'est pas forcément fermée, par exemple, à un nouveau confinement, n'est pas fermée aux gestes barrières, n'est pas fermée au couvre-feu. Alors il y a là cette situation très paradoxale de demandes contradictoires et à laquelle se rajoute la difficulté pour le pouvoir politique de piloter à vue par rapport à une crise dont on ne sait pas comment elle va finir, l'évolution d'une pandémie dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et donc, il y a là, sans doute, l'entretien d'un climat de défiance, d'incertitude qui pèse sur le politique, mais aussi sur les populations. Et alors, ces 66 millions de procureurs en conclusion, Anne Muxel, l'expression donc d'Emmanuel Macron largement commentée ce matin. Oui, alors effectivement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est cette idée que effectivement dans nos démocraties vivantes, chacun peut donner son avis. Alors c'est vrai que ça peut. Ça n'est pas un avis, c'est pas un procureur. Oui. Enfin, oui, peut rendre en tout cas un avis, on va dire cela. Mais c'est les bons côtés, ça peut être les bons côtés de la démocratie, mais ça peut être aussi des voies de paralysie pour la démocratie. Merci à tous les deux. Anne Muxel, directrice de recherche au Cevipof, sociologue et politiste, et David Gourion, psychiatre. Vous avez notamment publié La fragilité psychique des jeunes adultes aux éditions Odile Jacob. Vous restez avec nous. Je vous présente mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardet et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume Erner. Et vous, Hervé, vous avez décidé de former un gouvernement. Oui, un gouvernement représentatif de la société française avec plein de procureurs dedans, du coup. Quant à vous, Géraldine, vous voulez vous questionner notamment sur le vendredi. Oui, est-ce la goutte qui fait déborder le vase ? Eh bien, on le saura dans quelques instants, 8h47 sur France Culture.